Et moi, je me voyais prête à mourir. Et puis, et tout le monde, j'avais ça dans la tête. Je ne sais pas comment je l'ai pris. J'avais dans la tête qu'il y aurait un autre monde, mais que surtout chez les vieux, tout le monde allait mourir et qu'il y aurait un autre monde, un monde différent. Je crois que c'est vers le second confinement. Je ne réfléchis à rien d'autre. Hein. Je n'ai pensé à rien d'autre. Bon, oui, je suis seule, je n'ai plus de parenté. Je ne peux parler à personne. Nous pouvions en somme fréquenter personne. Alors, je ne sais pas comment ça s'est machiné chez moi pour en venir à un truc comme ça. Parce que vraiment, ça m'a foutu sur la casquette. J'ai pleuré quelques nuits. Maintenant, ça commence à me passer quand même. Et tous ces morts qui tombaient tous les jours, et plus on en voyait, plus il y en avait. C'est ça qui m'a fait perdre la raison comme ça. Hein. Mais c'est mauvais, je peux vous dire que c'est mauvais. Je n'aimais voir personne, j'avais pas envie, je ne sors plus, vous voyez, je n'avais pas envie de sortir hein, pour voir quelqu'un. D'abord c'était défendu aussi, mais j'espère que ça reviendra un peu quand même. Hein. Mais maintenant ça ne me fait plus le même effet. Bon, on se confine, mais quand même on peut bouger un peu, on peut voir quelqu'un, on peut discuter. C'est pas du tout pareil maintenant, quand même. Il y a quand même un espoir maintenant. Je suis âgé de 98 ans. Pour l'instant, je suis encore autonome. Malgré quelques petites défaillances, mon cerveau met et réceptionne à peu près normalement. Ce qui m'a permis de suivre l'évolution de cette curieuse et dangereuse maladie. Le début ne m'avait pas trop traumatisé, mais à mesure que les temps s'avançaient, signalant l'égorgement des hôpitaux et le nombre de décès, cela commençait à venir inquiétant. Mais malgré cela, nous avons toujours gardé confiance. Nous avons été très bien épaulés par la famille et les quelques grands amis. Pour l'information, j'étais assez curieux. Des informations de diverses chaînes. Ce qui nous a fait vraiment plaisir, c'est lorsque l'on a appris la naissance des premiers vaccins. Car maintenant, nous voudrions bien que l'on sache que nous sommes encore là. Si l'espoir se réalise et que l'efficacité soit au rendez-vous, nous allons reprendre notre jeu favori, la belote. À ce moment-là, nous ferons comme les footballeurs, nous marquerons des buts. Voilà, donc voilà nos deux premiers témoignages. Et maintenant, comme vous l'avez vu, ces deux personnes vivent en établissement. Et donc là, je vais passer la parole à Anne, qui s'est présentée tout à l'heure, qui est donc qui était responsable d'un EHPAD jusqu'à la fin de l'année. Et j'aurais déjà une première question à lui poser. Quand sont arrivés les premiers confinements, enfin le premier et le deuxième, quelles ont été les principales difficultés pour la mise en œuvre de ces confinements successifs? Alors, sur les difficultés, je n'emploierai pas ce terme-là, je parlerai plutôt de points de vigilance. Avec l'ensemble de l'équipe, nous avions à cœur de mobiliser notre attention sur l'appréhension que les résidents pouvaient avoir dans la perte du lien social avec leurs proches, mais également avec l'ensemble des intervenants qui venaient sur la structure. Et également l'appréhension que pouvaient avoir nos salariés par rapport à la gestion, à l'organisation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, puisque lors du premier confinement et du deuxième qui a suivi, les écoles étaient fermées et les modalités de transport en commun avaient été effectivement modifiées. Donc, il est vrai que nous n'avons pas connu de difficultés dans l'approvisionnement en termes de matériel, donc dans les équipements de protection individuelle qui permettent de prendre en soin correctement nos résidents et de mettre aussi nos salariés en sécurité dans les actes de soins. Nous n'avons pas eu de difficultés simplement parce que l'équipe, avec un grand E, donc tous les maillons de la chaîne ont été formidables. Ils ont été réactifs, ils ont fait preuve de beaucoup d'adaptation.
voilà, face à l'ensemble des mesures qui nous étaient demandées par le gouvernement. Cette équipe a été force de proposition, très impliquée et très concernée. Donc c'est vrai qu'avec la cellule de crise, puisqu'on nous avait demandé de mettre en place une cellule de crise de gestion de la Covid, nous avons eu un grand appui de la part de l'ensemble de l'équipe. Si j'en reviens à l'appréhension donc, de nos résidents dans la perte du lien social avec leurs proches, pour y remédier, nous avions mis en place un certain nombre un planning en fait, de rendez-vous Skype, de rendez-vous Zoom, également des rendez-vous téléphoniques. Nous les aidions en fait, à rédiger aussi un certain nombre de courriers. Donc ça, c'était lors du premier confinement, lorsque l'EHPAD était fermé au public. Lorsque nous avons pu reprendre les visites à l'issue donc de l'état d'urgence à partir du début juillet, nous avons pu mettre en place les visites encadrées, sécurisées, de manière à permettre à l'ensemble des proches de venir voir leurs parents. Il faut savoir que lors des confinements, il y avait la possibilité également de venir dans nos structures pour les fins de vie, c'est une réalité, et également pour les personnes dont l'équipe pluridisciplinaire, et notamment avec la psychologue et le médecin coordinateur, nous pensions qu'il était nécessaire que psychologiquement, en respectant bien entendu les gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains, les proches puissent venir voir leurs parents. Donc nous avons été tous engagés et très attentifs pour maintenir effectivement le lien social et faire attention également à ce qu'ils ne perdent pas leurs repères. Voilà, et être le plus disponible possible avec les familles lorsqu'elles appelaient pour leur parler par téléphone et que les rendez-vous téléphoniques n'étaient pas forcément respectés. On a donné effectivement beaucoup de place aux proches pour qu'ils puissent rentrer en contact avec leurs parents. Alors Anne, j'ai peut-être une autre question à vous poser. Vous avez parlé de votre équipe, donc vous avez répondu à la deuxième, donc je ne vais pas vous la poser. Mais en tout cas, la troisième vient directement résonner avec notre thème du webinaire, qui est confinement et grand âge, la citoyenneté en question. J'aurais aimé savoir comment vous avez pu, à l'intérieur de votre établissement, donner quand même un espace de liberté à vos résidents. Alors, de la liberté, il y en a eu. Lors du premier confinement, même si effectivement les structures étaient fermées au public, il n'en demeure pas moins que nos résidents avaient quand même la possibilité de participer à des activités en petits groupes. Alors c'est toujours dans les conditions de respect des gestes barrières, bien entendu, la distanciation physique, le port du masque, le lavage des mains. Mais nous n'avions pas modifié les plannings en fait, d'animation interne, c'est-à-dire l'ensemble des animations qui étaient réalisées par nos intervenants internes, donc l'ergothérapeute, la psychologue, la diététicienne, les aides médico-psychologiques et les animateurs. Par contre, les animations extérieures, donc avec des chanteurs, avec voilà, l'ensemble des personnes qui intervenaient au sein de l'EHPAD, là, nous n'avons pas pu les maintenir. Cet espace de liberté, donc, il a été surtout mis en avant et respecté avec le maintien donc, de l'ensemble des repères et des activités qui étaient proposées à nos résidents. Liberté aussi parce que dans notre établissement, nous avons la chance d'avoir un parc, donc c'est vrai qu'ils avaient la liberté d'aller et venir dans le jardin. Alors là aussi, toujours en respectant ces gestes barrières et en étant accompagnés d'un soignant pour éviter les regroupements, puisque nous n'avions effectivement pas le droit, sans que la distanciation physique, bien entendu, ne soit respectée. Donc c'était une liberté encadrée. Mais il y avait quand même une part de liberté qui était respectée. La seule liberté que nous n'avons pas pu respecter lors du premier confinement, ça a été au niveau des repas, puisqu'il a été demandé d'observer la plus grande vigilance au niveau des salles de restauration, puisque là, les gestes barrières et la distanciation, selon l'architecture, encore une fois, de la structure, n'était pas possible d'être observé. Donc, effectivement, les repas étaient pris en chambre.
Alors, il y a eu beaucoup de questionnements en équipe, bien entendu, par rapport à cette nécessité de respecter les mesures du gouvernement et de respecter le choix des résidents. Nous avons toujours pris les décisions en totale transparence et en communiquant auprès des familles et surtout en associant le Conseil de vie sociale, puisque le Conseil de vie sociale a donné son accord sur l'ensemble des mesures qui ont été mises en place pour respecter la liberté, mais tout en étant, pardon, je le répète, une liberté encadrée. Puisque quand on est dans une collectivité, malheureusement, la part de la liberté individuelle a forcément des limites, même si on laisse le plus possible la liberté individuelle s'exprimer. Merci beaucoup, Anne, pour votre intervention. Alors, on va passer au deuxième témoignage, donc Roselyne et Ginette. Le premier confinement, on a respecté les autorisations de sortie. Enfin, moi, je les modifiais parce que l'imprimante, c'est casse-pied quand même. Hein. Cette autorisation, surtout. Ah, tu sortais, j'ai oublié mon autorisation. Allez hop, il fallait la retourner. Là. Ben, ça s'est pas trop mal passé parce qu'on attendait la fin. Hein, on dit ça va se passer, mais après, ben, ça s'est pas passé, ça s'est prolongé. Pour moi, ça s'est pas trop mal passé, mais c'est quand même contraignant, hein, très contraignant. Parce qu'on pouvait sortir plusieurs fois par jour. Hein. Si tu avais des courses à faire, tu refaisais une autorisation, ou tu modifiais l'heure, et puis c'était bon, hein, tu sortais, ou alors c'était autre chose. Ça n'a pas changé grand-chose, sauf qu'il y avait cette contrainte, quoi. Il y avait cette contrainte et ce manque de liberté. Il fallait pas aller, on n'avait pas le droit à cette restriction de kilomètres qui était importante. En réalité, on était libre, mais c'est un peu dans la tête. Je dis, on était libre, mais pas complètement libre. Pour sortir, il n'y avait pas de nombre de sorties. Tu vois, mais c'était quand même contraignant, on était obligé de tourner en rond dans un petit périmètre, quoi. Tu vois, moi, j'ai quand même la forme, il faut que je me dise de temps en temps, et attention, Roselyne, t'as 83 ans, moi, je me sentais pas plus exposée que si j'avais 70 ans, en réalité, j'y étais. Mais ça m'a pas troublée, pas une idée fixe là-dessus, hein, non. J'ai fait attention. Ça te remet à ton âge, tu vois, ça te remet les pieds sur terre, ça te remet à l'âge que tu as, hein. C'est une catastrophe pour nos diplômés qui vont sortir là. Hein. Il y aura une vie avant, une vie après. Hein. Ça, moi, j'en suis sûre. Hein. Que je verrai peut-être pas beaucoup, mais il y aura un comportement différent. Il y aura peut-être une recherche à l'argent encore pire qu'il y a maintenant. On va pas s'en relever facilement. Hein. Et là, je suis pas tellement, je suis concernée, bien sûr. Mais moi, je ne vivrai pas, j'espère vivre encore un certain nombre d'années, mais moi, je ne le verrai pas, mais ça va avoir une répercussion très, très longue, ça, très longue. La situation de la crise sanitaire avec le confinement a tellement moral. Suite au décès de mon mari, je me suis retrouvée seule à la maison, sans sortir à 80 km de chez ma fille. Je ne me prépare même plus mes repas, c'est pour cela que je suis venue à la Marpa. Avant la Covid, j'étais libre d'aller et venir. D'ailleurs, j'allais manger chez ma fille tous les dimanches. Nous revenions de temps en temps dans ma maison, nous allions voir mes frères et sœurs, car je suis très famille. Puis du jour au lendemain, avec les confinements, j'étais privée de tout. Plus de repas de famille, plus de promenades, en dehors de la Marpa. Je suis retrouvée chez ma fille une fois par semaine pendant 45 minutes. Je pense que ce n'est pas une vie pour une personne âgée. J'ai l'impression de tourner en rond dans ma chambre, de me laisser aller. J'ai envie de rien, et ne soit que pour moindre contrariété m'énerve. Je ne me retrouve plus le lien social que j'avais il y a presque 2 ans, quand je suis arrivée. Les seuls déplacements que je fais sont pour consulter des médecins. Je suis informée de la situation en continu, à la radio comme à la télé. On nous parle de cela à longueur de journée. La Marpa nous tient également informés, ma fille et moi. Je pense que le gouvernement ne nous écoute pas assez. Nous, les personnes âgées, on nous confine sans prendre compte nos considérations, sans se mettre à notre place. Il nous reste peu de temps à vivre et les confinements, cela entraîne notre déclin. À l'avenir, j'aimerais retrouver davantage de liberté, même si je suis une personne à risque, en respectant la distanciation et les gestes barrières. Mon moral irait beaucoup mieux.
On a donc entendu Ginette et on voit bien qu'il y a une souffrance hein, à ne plus pouvoir avoir des liens avec ses proches et sa famille. Alors, je vais venir maintenant un petit peu poser des questions à nos filles de résidentes, puisque toutes les deux, vous êtes des filles et votre maman est en EHPAD. Alors, on va peut-être commencer par Elisabeth. J'aurais une première question, Elisabeth, c'est comment vous avez vécu, vous, en tant qu'enfant, les mesures sanitaires de confinement pour votre mère et surtout le premier confinement en EHPAD? Alors, sur le premier confinement, je pense qu'on a d'abord eu, mais c'est comme tout le monde, un sentiment de sidération parce qu'on était tous un peu embarqués dans quelque chose. Et les EHPAD avaient donné, je dirais, avaient pris un peu d'avance, puisqu'en fait, le confinement a démarré dans les EHPAD avant qu'il démarre au niveau de la population générale. Donc, on a eu un sentiment d'être précurseur et finalement de se lancer dans quelque chose dont on ne mesurait pas encore complètement les conséquences, en fait. Et ce premier confinement, de manière curieuse, a peut-être été moins mal vécu que ce qui se passe maintenant et que la suite. Parce qu'en fait, on s'est inscrit dans quelque chose qui est dans la durée. Et là où on pensait que dans le premier confinement, on était dans un mode de crise, ou avec les EHPAD, je fais également partie du conseil de vie sociale hein, de l'EHPAD, on était dans un mode il faut lutter contre ce virus, personne ne le connaît encore. La seule solution, c'est qu'on soit enfermé. Nos parents étaient enfermés en EHPAD, nous aussi, on était quand même un peu enfermés. Tout le monde dans le même bateau. Sauf que moi, je considère qu'on est passé par quelque chose qui est un véritable enfermement des personnes âgées. Si je pouvais partager l'écran, je vous montrerais une photo de ma maman sur un balcon en train de nous faire coucou au loin dans un parc parce que elle a la chance de voir de la verdure depuis sa fenêtre. Voilà, et c'est comme ça qu'on a pu la voir pendant presque 3 mois. C'est uniquement en lui faisant coucou depuis son balcon. Et ça, c'est un sentiment terrible, je trouve, parce qu'on la voit toute petite sur son balcon. Elle a 92 ans, elle mesure maintenant 1,50 m, je pense, voilà. Et elle est en fait perdue dans quelque chose qui la dépasse, mais ça nous dépassait aussi. Donc d'abord, quelque chose qui est lié à de la sidération et à de la résignation. Et puis ensuite, quelque chose qui est quand même beaucoup lié au fait que, moi, il y a un mot qui est le mot de distanciation ou de lien social qui commence à me hérisser parce que je trouve on édulcore le problème. Nous, on ne parle pas de lien social, on parle de lien familial. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler d'une distanciation de lien parce qu'on ne peut plus rencontrer des amis, etc. On est en train de priver nos parents, et je dis nous, hein, c'est collectif, de leur vie familiale, de la vie familiale qui leur reste. Donc leurs enfants, leurs neveux, leurs nièces, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Moi, je vois maman, elle a une arrière-petite-fille qui a 2 ans et demi, qui est ma petite fille. Bon, la dernière fois qu'elle l'a vue, c'était en février dernier. Ma petite fille ne se souvient plus de son arrière-grand-mère. On peut lui montrer des photos, etc. Mais en tant que personne vivante, elle ne s'en souvient plus. Donc là, ce que je me dis, moi, c'est que là-dessus, il faut absolument qu'on arrive à réfléchir collectivement avec les directions d'EHPAD sur comment est-ce qu'on peut inventer quelque chose, qu'on peut imaginer et à chaque fois, je dirais, repousser les limites du possible entre les différentes contraintes que je connais très bien aussi, hein, qui sont sanitaires, mais de sortir de cet enfermement parce qu'on ne leur a pas donné le choix. Jamais on ne leur a demandé leur avis. On leur a dit à partir de maintenant, vous mangez matin, midi et soir dans votre chambre. On leur a expliqué, on leur a dit, mais jamais on ne leur a demandé leur avis en tant que personne majeure avec un bulletin de vote. Et voilà. Oui, donc c'est clair. Juste, Elisabeth, justement, vous l'avez un peu effleuré, mais quelles sont les conséquences maintenant, aujourd'hui, du lien que vous avez avec votre maman par rapport à ce que vous pouviez, puisqu'elle était déjà en EHPAD avant toute la pandémie. Donc aujourd'hui, quelles sont les conséquences que vous ressentez dans votre relation? Les conséquences dans la relation, c'est qu'en fait, avant l'épidémie, bien évidemment, elle avait encore la possibilité de sortir. Donc, elle venait manger chez nous parfois. Comme elle allait à la messe le dimanche matin, on pouvait l'emmener. Enfin bon, bref, elle avait une vie.
tout en étant en EHPAD, une vie qui lui permettait de voir ce qui se passe dehors. Là, aujourd'hui, depuis un an, enfin, si cet été, elle a pu sortir un peu, mais sinon, elle n'a plus d'idée de ce qui se passe dehors. Et nous, maintenant, on la voit à travers un plexiglas, avec un masque. Normalement, on n'a pas le droit de lui prendre la main, etc. Le contact tactile est en train de diminuer. Moi, à chaque fois que je la quitte, et je l'ai quittée à nouveau hier soir en attendant la prochaine visite, chaque fois que je la quitte, c'est « mais est-ce que tu pourrais pas quand même me prendre dans tes bras? J'ai envie de t'embrasser. » Et ça, certains de mes petits-enfants sont capables de comprendre que là, bon, ben, on peut continuer à se faire un peu des câlins, mais enfin, il faut faire attention, etc. Mais refuser ça à sa mère, dont on sait qu'elle vit ces derniers mois, ces dernières années, etc., c'est inéluctable. Et de savoir qu'après, elle remonte toute seule dans sa chambre sans avoir pu avoir ce contact physique. Moi, j'en suis partie hier soir. Voilà, quoi. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Donc, c'est un véritable déchirement, en fait. Et c'est un déchirement à chaque fois. Donc, et je n'ose pas imaginer ce que c'est pour elle. Parce que moi, après, je retourne dans la vie un peu sociale malgré tout. Elle retrouve les 4 murs de sa chambre, qui est très confortable, il y a du personnel très sympa. C'est pas ça le sujet. Là, je parle du lien familial. Je parle pas que du lien social. Merci beaucoup, Elisabeth. C'était pas facile de faire ce témoignage. Et on a une deuxième fille de résident à qui je vais maintenant passer la parole, qui est Nadine et qui va en fait répondre aux mêmes questions. Je n'ai finalement pas d'autres questions à poser. C'est comment elle a vécu ces mesures sanitaires lors du premier confinement pour sa maman. Alors, pour moi aussi, je reprends le terme d'Elisabeth, c'est vraiment la sidération. Il y a du manque qui se crée, il faut réinventer la relation, d'autant que ma maman, qui a 94 ans, est en début de démence. Vous verrez pourquoi je pense que c'est encore quelque chose d'autre. Je voudrais dire déjà que j'ai été ravie de toutes les solutions qui ont été trouvées, et je reprendrai les termes de Anne lorsqu'elle parlait de équipe avec un grand E, des équipes réactives qui se sont adaptées, et ça c'était vraiment formidable. En tout cas, au cours du premier confinement, ma maman, je l'ai eue par Skype. Très vite, Skype a été mis sur pied. Donc, il y a eu un premier début de sidération pour ma maman qui ne comprenait pas pourquoi elle me voyait sur la télé. Donc, ça a été très compliqué d'activer la relation par écran interposé face à cette maman complètement démunie pour s'adapter à ça. Et ensuite, les équipes, toujours dans leur recherche face à cette situation inédite de solution, ont essayé de mettre des visites, ma maman dans le corps du bâtiment et les familles arrivées par le jardin dont la porte-fenêtre était ouverte et un plexiglas qui nous séparait. Et nous étions en plus avec 2 tables pour pas qu'on s'approche trop de la fenêtre. Et en fait, je vous avoue que je l'ai fait une fois, mais je n'ai pas pu le faire une deuxième fois parce que ma maman qui était de l'autre côté, sans cesse se levait et disait « Mais Nanou, tu es là, attends, mais viens, viens, puisque tu ne viens pas, moi je viens alors ». Et il fallait sans cesse lui dire « Non, non, Madame Boyals, non, restez là, vous ne pouvez pas vous lever ». Donc ça, c'était vraiment très compliqué pour moi, en tout cas à vivre. Du coup, lors du premier confinement, j'ai poursuivi par Skype. Et ensuite, au deuxième confinement, l'EHPAD a fait le choix de les laisser circuler dans l'EHPAD entre eux. Par contre, nous avons visité nos aînés dans une bulle plastique qui est installée dans le jardin. Et que lorsque nous sommes dans la bulle plastique, il y a 2 entrées. Donc l'aîné rentre d'un côté, moi je rentre de l'autre. Et lorsque nous arrivons au milieu de la bulle, nous avons une cloison plastique qui nous sépare. Et donc ce deuxième confinement-là, c'était une autre solution qui a été trouvée. J'expliquerai après ce que ça a changé dans ma relation à ma maman. Peut-être ce que je regrette, c'est que je n'ai pas été associée. On l'a entendu, cette idée d'être consultée. Ginette nous l'a dit dans son témoignage tout à l'heure. Elisabeth l'a redit avec le fait de pouvoir travailler avec les équipes. Non, moi, je n'avais pas de nouvelles du conseil de vie. Je ne savais même pas qu'il y en avait un, en fait, dans l'EHPAD. Et donc, j'étais très isolée pour gérer les émotions qui me traversaient en tant que famille face à ce que j'avais à acter, puisqu'on ne me demandait pas mon avis, j'avais à acter. Et je le redis, ma parole n'est vraiment pas à l'encontre des équipes qui sont
formidables et qui font un travail d'adaptation remarquable par rapport à cette situation inédite. Mais en tout cas, dans peut-être le fait qu'on aurait pu associer, ça m'a laissé dans une solitude un petit peu pour gérer ce que ça me faisait de voir ma maman dans ce cas-là et de subir un peu en tout cas ce qu'on me disait de faire, où est-ce qu'il fallait que j'aille voir ma maman. Peut-être ce qui m'interpelle dans cette gestion de la crise, c'est qu'on est très loin de la définition de l'Organisation mondiale de la santé, telle qu'elle l'a définie, c'est-à-dire que tout le monde s'active autour de nos aînés pour les protéger au niveau de leur santé physiologique, ne pas tomber malade. Or, moi, je me dis, ma maman ou tous nos aînés, comment font-ils pour que leur santé aille bien, y compris dans le lien social, dans leur structure psychique, psychologique, dans l'EHPAD de ma maman, peut-être le manque de personnel a comme conséquence que les animations sont suspendues parce que les animatrices servent maintenant à ouvrir les différentes portes de la bulle plastique dont les portes sont fermées par des grandes fermetures éclairs. Et elles ne cessent toutes les après-midi de visite. J'ai droit à 20 minutes de visite par semaine. Elles ne cessent d'ouvrir ces grandes fermetures, fermer et nettoyer, aseptiser entre chaque visite de famille. Si je passe à la deuxième question qui était quelles ont été les conséquences de relation avec ma maman, je dirais que c'est ma maman étant en état de démence, j'ai beaucoup travaillé avec elle sur du sensoriel, c'est-à-dire que quand j'allais la voir, il faut un grand temps, 1h30, 2 heures, je restais avec elle pour activer la mémoire, pour retrouver qui j'étais, pour essayer de redialoguer avec elle, pour activer les papilles gustatives, partager un goûter ensemble, partager une promenade ensemble. Donc, je suis vraiment beaucoup sur une relation de sensorialité avec ma maman. Et du fait de là où nous en sommes, toute cette sensorialité est en train de baisser puisque je ne vois ma maman dans cette bulle que 20 minutes par semaine et 20 minutes de Skype par semaine. Elisabeth, vous avez entendu sa dernière visite qui date d'hier. Eh bien moi, ma maman, je l'ai vue hier également. Et ma maman, à un moment donné, avance sa main jusqu'à la cloison plastique qui nous sépare et elle dit « mais je voulais te caresser la joue ». Et elle n'arrive plus à me caresser la joue. Et donc, il y a un transfert aussi, ce sensoriel. Moi, en tant que famille, je suis un peu dépossédée d'une intimité, forcément. Mais ce qui est remarquable, et je le redis parce que c'est extrêmement difficile de dialoguer sur ce cadre-là, y compris quand je dialogue avec le directeur de l'EHPAD, je crois qu'il reçoit ça comme au risque où peut-être je vais remettre en question des choses. Et ce n'est pas mon intention. Mon intention, c'est de dialoguer avec lui et de travailler ensemble face à cette situation inédite, planétaire. Donc, si quelqu'un a une solution, tant mieux, mais moi, je ne crois pas. Je crois qu'on la cherche tous ensemble. Et donc, d'un côté, moi, je suis dépossédée de l'intime avec ma maman. Et heureusement que ces formidables personnels qui accompagnent nos aînés dans les EHPAD acceptent que ma maman leur prenne le visage et les embrasse, prenne leurs mains, prennent leurs épaules. Et des fois, ces aidants, enfin ces personnels, pardon, des EHPAD, sont presque gênés vis-à-vis de moi et me disent « on est désolé, excusez-nous ». Et je leur dis « mais je suis ravie que ma maman puisse transférer ce qui n'est plus possible avec moi et qui reste possible avec vous ». Donc voilà, ce sensoriel, le fait de… Je suis vraiment sur cette approche de la santé que je reproche au gouvernement français. Lorsqu'on parle santé, on réduit la santé sur la protection physiologique de tenir debout. Or, je trouve que gouvernementalement, on n'active pas la réflexion de qu'est-ce qu'on fait sur toutes les autres sphères qui émergent d'ailleurs chez nos populations de jeunes, où on parle de plus en plus de dépression, d'effets de tout ça. Et je suis fâchée, très en colère qu'on ne prenne pas en considération la santé dans toutes ces acceptions qu'il y a. Merci beaucoup Nadine de ce témoignage et en plus je peux remercier mes intervenants parce qu'on est à peu près dans le timing que l'on avait
évoqué ensemble. Alors maintenant, on va vous projeter le résultat de votre contribution, c'est-à-dire le nuage de mots. Donc, je demande à Claire de nous le passer et ça va être un petit peu le support pour que Anastasia prenne la parole et nous donne un petit peu de hauteur peut-être sur tout ce que l'on vient d'entendre. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toutes pour vos témoignages et merci aussi pour le travail qui a été produit, aller chercher les témoignages des principaux et des principales concernés, c'est primordial. Donc, vous le voyez, ce mot qui ressort, c'est isolement. Le Covid-19 n'a fait qu'accentuer ce qui existait déjà. C'est un effet de loupe, à la fois un accélérateur qui a mis en fait en évidence ce que l'on ne voulait ni voir ni savoir. De manière à peine provocante, on pourrait dire que les personnes dites âgées et plus généralement les personnes dites qualifiées de fragiles étaient déjà en quelque sorte confinées en temps normal. Donc, rendre compte de la citoyenneté des plus âgés d'entre nous revient à interroger leur droit de citer, ce qui soulève la triple question de la spatialité, de la temporalité et des droits humains qui accompagnent les expériences du vieillir. Ce triptyque se décline différemment selon les ressources relationnelles, socioculturelles et matérielles qui sont les leurs. C'est-à-dire qu'il s'agit là d'une expérience vraiment hétérogène. Mais ce triptyque se décline aussi différemment selon le contexte social, en l'occurrence notre système de santé, les normes et les valeurs culturelles qui régissent les liens que la société française entretient avec ses citoyens les plus âgés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais communiquer quelques chiffres. Le grand âge correspond à une expérience essentiellement féminine. Non seulement parce que les femmes sont surreprésentées chez les plus de 80 ans, mais aussi parce que l'aide formelle et informelle se conjugue au féminin. Actuellement en France, selon la dernière enquête de l'adresse, on dénombre plus de 4 millions de proches aidants déclarés par une personne âgée de 60 ans ou plus vivant en domicile, dont plus de 60% sont des aidantes. Selon d'autres enquêtes, on est à plus de 75% d'aidantes. Quant aux professionnels de soins, sont quant à elles des femmes dans plus de 85% de cas. Alors que dans les EHPAD, 2/3 des résidents sont des résidentes. Ce qui n'est pas étonnant si l'on tient compte de l'âge moyen actuel d'entrée dans les EHPAD, 85 ans. D'après le rapport publié par l'association Les Petits Frères des Pauvres, en juin dernier, 720 000 personnes dites âgées vivant en domicile n'ont eu aucun contact avec leur famille durant le confinement. Et parmi ces personnes, 650 000 n'ont trouvé personne à qui parler. Ce dont il est question ici, c'est bel et bien l'isolement, ce qui ressort dans le nuage de mots, c'est-à-dire un déficit de contact.
ce qui se différencie de la solitude. En sociologie, nous discernons 4 cercles de sociabilité. La famille, l'entourage amical, le voisinage et les associations. Sans contact avec aucun de ces cercles de sociabilité, les aînés sont placés en état de mort sociale. Notamment pour ce qui concerne les aînés vivant en domicile. Quid des autres qui vivent en institution? Le même rapport des petits frères de pauvres souligne l'infantilisation des aînés par les décideurs politiques. Pour les protéger, on a presque enfermé des personnes qui avaient besoin de liens sociaux. On a décidé à leur place, y compris à la place des gens qui auraient pu dire « je préfère le risque de la maladie » plutôt que d'être isolé et ne pouvoir voir personne. Toute la difficulté, donc, consiste à maintenir cet équilibre fragile entre le risque pandémique et la citoyenneté. Par conséquent, la dignité de ces vieilles personnes, quelle que soit leur situation. Les réactions vis-à-vis des aînés au moment du confinement étaient des réactions d'urgence. Donc, inévitablement, pas forcément appropriées. Mais à bien y regarder, c'est un demi-siècle de non-choix politiques qui se paye au prix fort depuis mars dernier. Une perspective de sortie de crise à l'été 2021 aurait pu avoir comme effet de rassurer les aînés. Mais nous commençons à saisir qu'il n'y a rien vraiment de plus permanent que le provisoire et qu'il convient d'apprendre à vivre avec le virus. La succession d'annonces de mesures qui présagent d'un avenir incertain sont particulièrement anxiogènes. Si une partie de la population a peur de l'avenir, ne veut pas sortir ou ne veut plus sortir, et considère que ça serait vraiment dommage de mourir maintenant, si dans 10 mois c'est fini, il s'agit pour l'essentiel des plus jeunes de nos aînés, et notamment des plus jeunes qui vivent à domicile. En revanche, dans les EHPAD, la configuration ne se pose pas dans les mêmes termes. Et les premières enquêtes en cours montrent qu'il est urgent de maintenir les liens sociaux dans tous ces volets. Pour ce qui a trait aux temporalités, le pouvoir public et plus généralement la société peinent à comprendre que les aînés sont dans une temporalité différente. Pour les plus âgés d'entre nous, engagés dans un chemin de fin de vie, le temps n'a plus la même valeur. C'est le temps court qui est le plus important. Ces personnes ne se projettent pas au-delà de 2, 3, 6 mois. Et cet horizon temporel court est plutôt sombre. Ces éléments de contexte, et ça a été dit par un témoignage filmé, appellent à une réflexion sur la manière dont les mesures ont été et sont toujours annoncées, ainsi que la façon dont les médias s'en emparent. Certains aînés, notamment les plus âgés, regardent les chaînes d'information en continu, ce qui peut représenter une source d'information stressante, anxiogène. Avec la présente crise, toutes les informations sont prises comme des messages permanents qui leur répètent « attention, on ne sait plus ce que l'on va devenir ». À cette manipulation de l'enfant s'ajoute
un accompagnement très défaillant de la question sociale et du bien-être psychique. C'est dont parlait Nadine à l'instant. En France, on enregistre un système de santé morcelé, cloisonné, que l'on paye à l'heure actuelle. Et c'est un enseignement majeur de cette crise. Le décloisonnement du monde sanitaire et du monde social n'est pas une option. C'est une nécessité absolue pour que l'on soit en capacité de réponse à la crise et aux autres crises ultérieures. Or, force est de constater que l'on a oublié que la santé ne comporte pas qu'un volet médical, mais aussi psychosocial. En d'autres termes, en dehors de la prise en charge de la maladie, nous n'avons aucune structure organisée concernant le volet psychosocial. Le bien-être psychique et social n'est pas pris en compte. Et à la fois, la vieillesse, pensée comme une catégorie de politique publique, je parle, est considérée comme une maladie. Elle est imbibée par une définition médico-gestionnaire de la dépendance. Mais à bien y regarder, la perte d'autonomie au grand âge est un risque, mais ce n'est pas une fatalité. Quant à la dépendance, évaluée à travers des scores d'incapacité fonctionnelle, à partir des grilles telles que la grille Agir, elle s'apparente à une fiction, une coquille vide. D'un point de vue, je veux dire, sociologique, nous sommes toutes et tous impliqués dans des faisceaux relationnels d'interdépendance. Et ceci à partir du moment où nous sommes nés jusqu'à notre dernier souffle. Ça veut dire que là, en filigrane, ce qui se dessine, c'est le rapport que les sociétés contemporaines, éminemment gérontophobes, et par extension thanatophobes, entretiennent avec la mort. Rejeter la mort dans le déni, c'est se montrer inhospitalier face à sa demande d'asile. C'est dénigrer l'impératif qui fonde toute vie en société. Car la mort constitue un point incontournable de notre existence et pourtant nécessairement aveugle de la culture. Aucune époque, aucune civilisation, aucune culture n'a su se résigner à ce travail. De la même façon qu'aucun monde social n'a su accueillir pleinement la mort. L'étude des pratiques sociales qui accompagnent la mort est édifiante. En cela que la place que chaque société réserve à la mort est symptomatique de la place qu'elle réserve à la vie. Il ne s'agit pas de s'y connaître, mais de s'y reconnaître. Comme ancêtre, comme descendance, comme membre d'une société faisant partie des liens sociaux qui la régissent, intergénérationnels. N'accepter de penser la mort que dans sa dimension biologique, comme une loi naturelle ou comme la conséquence du Covid, c'est persister à considérer la mort comme le contraire de la vie. C'est, autrement dit, persister à faire semblant d'ignorer qu'elle constitue la condition fondamentale de toute vie. La seule certitude que l'on ait en arrivant sur ce monde. Par ailleurs, oublier le volet social ou psychique
de la santé, de la vie, la place que le lien social occupe dans le bien-être, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Prenons le cas des vieilles personnes qui vivent à domicile et qui n'ont pas pu recevoir des visites des professionnels de soins pendant le confinement. Du coup, l'aggravation de leur état de santé est de mise, mais non pas parce que ces personnes font face à des pertes fonctionnelles, mais surtout parce qu'elles font face à des pertes relationnelles. Car les visites des professionnels de soins à domicile participent également au lien social. Ajoutons que certaines d'entre elles échappent toujours au radar de la santé, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas revenues dans les cabinets médicaux, car elles n'ont pas voulu déranger ou aller aux urgences. En parallèle, de nombreux professionnels de santé affirment avoir observé une augmentation de ce qu'on appelle le syndrome de glissement depuis le début de l'épidémie. Par syndrome de glissement, on entend une dégradation en fait, de l'état de santé avec la perte de l'envie de vivre, au point de se laisser mourir. Une bonne partie baisse les bras et les décès dus à des syndromes de glissement, et non pas à cause du Covid-19 en lui-même, se sont démultipliés depuis le premier confinement. Passons maintenant à l'épineuse question des droits humains. Interdiction de visite dans les EHPAD, isolement dans les chambres, certaines mesures de protection des personnes dites âgées ou vulnérables posent question. Début mars dernier, le droit de visite a été suspendu dans les EHPAD. Fin mars, de nouvelles directives plus strictes d'isolement des résidents dans leurs chambres furent demandées dans le but de les protéger, avant que les visites ne soient de nouveau autorisées sous condition fin avril. En quoi ces mesures nous renseignent de l'importance sociale et politique de cette pandémie? Depuis le début de la crise, toute l'inquiétude s'est focalisée sur les capacités sanitaires et la nécessité de protéger la filière de soins. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ont répondu relativement vite aux alertes des services hospitaliers, et notamment des urgentistes qui disposent des relais forts, contrairement aux établissements médico-sociaux comme les EHPAD ou les foyers d'accueil spécialisés qui peinent généralement à se faire entendre. Ce retard à l'allumage illustre la difficulté de notre pays à apporter une réponse qui ne soit pas seulement hospitalo-centrée. En parallèle, les mesures sanitaires sont venues s'abattre vraiment de manière très administrative et très verticale par le haut, renforçant le sentiment de relégation et de disqualification des plus vulnérables. En contrepartie de ces mesures, il aurait été judicieux de consulter au préalable les avis des professionnels, des aides-soignantes, des auxiliaires de vie, des travailleuses sociales, des médecins, des infirmières, mais aussi les avis des résidentes et des résidents et ceux de leur famille. Cette attention participative aurait facilité une appropriation, un ajustement plus rapide des règles. Et il n'est jamais trop tard. On voit là aussi que selon les moyens dont disposaient les EHPAD, ce dialogue a pu se mettre en place de manière plus ou moins complète, défaillante, opérationnelle. L'interdiction des visites et le maintien dans les chambres ont été vécus comme une agression pour une partie des résidents et pour une partie non négligeable des proches aidants.
Paradoxalement donc, l'épidémie a produit une forme d'impensé. Les personnes les plus vulnérables ont été laissées au bord du chemin. Et ceci a été fait au nom de leur protection. Regardons celles et ceux qui sont concernés par des troubles cognitifs. Parfois très sévères. Cette population représente 60 à 70% des résidents en EHPAD. Les mesures de confinement n'étaient et ne sont pas comprises. Elles ne peuvent que difficilement être respectées. Ce qui a eu pour effet d'augmenter fortement leurs troubles du comportement. Nous devons mener une réflexion sur ce que signifie être confiné quand on est concerné par la démence. Alzheimer est apparenté. Mais au-delà des configurations de dégénérescence cognitive, les mesures prises dans les EHPAD s'apparentent à celles qui prévalent pour les personnes mises sous tutelle et ont généré des forts sentiments d'infantilisation, proches donc de ces sentiments qu'on enregistre chez les personnes mises en protection juridique. C'est-à-dire que les résidents ont eu le sentiment de subir un enfermement. En les qualifiant de vulnérables, les pouvoirs publics ne se sont pas rendus compte qu'ils disqualifiaient leur capacité à s'approprier les règles, la situation et à s'ajuster. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas mettre en place des mesures de protection, entendons-nous bien, mais plutôt que de les protéger, voire de les surprotéger. On aurait dû les accompagner pour les aider à bien appréhender l'importance de ces règles, en tenant compte de leurs besoins et de leur capacité à exercer leurs droits. Cet exercice de droit demeure un angle mort de l'expérience du confinement. Il est impératif donc de veiller à ne pas considérer les aînés comme des incapables, incapables de décider, incapables de comprendre, au prétexte qu'ils sont plus lents ou moins réactifs. Ce qui se joue ici, c'est un agisme qui s'ignore comme tel. C'est une forme de ségrégation qui entraîne un sentiment d'inexistence et d'inutilité. En leur répétant qu'ils devaient être mis à distance de toute forme de relations sociales, ce qui parfois venait conditionner l'accès aux soins, nous avons généré chez les aînés le sentiment de ne plus être. Si la logique est de ne prendre aucun risque, nous devons être conscients que sa contrepartie produit misère morale et souffrance. Or, on oublie que vivre, c'est prendre des risques et que la prise de risques engage la responsabilité politique et non pas seulement individuelle. Autrement dit, l'État ne peut pas se désengager de cette mission-là. Une mission de base, garantir la citoyenneté de tout un chacun, de toute une chacune. Pour de nombreux résidents, l'environnement familial ou amical est le seul lien qui les rattache au monde extérieur. Pour de nombreux résidents, c'est leur raison essentielle de vivre. On commence à comprendre que les en priver durablement provoquent une altération tout aussi durable de leur santé. Plus que la médecine, c'est la présence humaine qui prime à ce stade ultime de la vie. Et il est important de ne pas ajouter à la souffrance, de ne pas priver de ce qui peut encore donner du sens au quotidien, à savoir le contact avec les autres, avec celles et ceux que l'on aime. Si j'entends bien
la nécessité des mesures de protection. Il faut toujours mettre en tension ce qui est pertinent sur le plan de la santé publique et ce qu'il est sur le plan de la santé individuelle. Une société qui oublie d'être solidaire ou qui ne respecte pas la citoyenneté et la dignité de toute vie est une société qui va droit dans le mur. Il convient donc de redoubler d'inventivité et d'humanité. Le risque avec cette crise sanitaire, c'est qu'au motif de sauver des vies, on oublie le respect de ce qui fait l'humanité, notamment pour les personnes les plus vulnérables d'entre nous, mais également pour leurs proches. De nombreux témoignages de celles et ceux qui ont perdu leurs proches durant cette pandémie, et a fortiori à cause du Covid, ont dénoncé les conditions de la gestion de cette mort. Voir le défunt, échanger les derniers mots, facilite la séparation et évite des deuils pathologiques. Cette crise met donc en exergue la nécessité de réduire la dimension surprotectionnelle, paternaliste et très verticale des autorités à l'égard des aînés. Le vieillissement est une expérience éminemment corporelle. Nous vivons car nous corporons. Nous avons et nous sommes un corps. Et ce corps, cette expérience, ne peut pas se réduire à une série de pertes. Parce que telle n'est pas la réalité sociale. Vieillir, c'est une chance, c'est un gain, c'est une grande école qui met au centre les stratégies d'adaptation. C'est un mot qui ressort dans le nuage de points. C'est un mot qui est ressorti dans le témoignage filmé. Nous sommes donc appelés à reconsidérer la nécessité de réintroduire de la démocratie sociale et solidaire, la nécessité de faire confiance aux résidents et la nécessité de s'appuyer sur leurs avis, leurs expertises, les expertises de chacune et de chacun, des professionnels, des usagers, des proches aidants, pour favoriser le dialogue et accompagner tous les acteurs, toutes les actrices dans l'exercice de leurs droits de citoyenneté. Je ne voudrais pas monopoliser encore la parole. J'espère avoir été claire et avoir ainsi respecté le timing. Isabelle? Très bien, on a un tout petit peu dépassé, mais voilà. Je pense qu'il fallait aller jusqu'au bout. C'était quand même important. Quasi tout le monde est resté, donc je suppose qu'il y avait quand même un intérêt vraiment à vous écouter. Et je vous remercie de votre intervention. Bon, vous avez vu qu'on n'a pas pris un point d'entrée du tout médical. Donc, c'était une vraie volonté de notre part pour ouvrir justement le débat et aussi avoir vos questions. Alors, on peut faire les choses de deux manières. Je vous ai dit que vous pouviez poser des questions dans le fil de discussion. Alors, je vois qu'il y a des choses qui se sont déjà un petit peu échangées. Alors, vous pouvez aussi, alors je n'ai pas le visuel de tout le monde en caméra, mais on pourrait aussi vous passer la parole en direct. Il n'y a pas de problème. Il faudrait simplement que j'ai un petit mouvement de la main. Si quelqu'un veut prendre la parole, ou au moins en enlevant son micro. Marie Waltz. On va vous donner la parole. Ah, oui, je vous remercie de me laisser la parole. C'est simplement pour dire que, effectivement, je pense qu'on est un pays qui a du retard pour plein de choses, mais notamment par rapport à la fin de vie et par rapport à la prise en charge de la personne âgée. Juste à titre de comparaison, on pourra juste dire un nom, c'est que le Danemark, il n'y a pas de maison de retraite au Danemark, ils ne savent pas ce que c'est. Donc ça veut dire qu'on travaille bien en amont sur la prévention, sur la prise en charge des gens avant qu'on bascule dans la perte d'autonomie, parce que pourquoi le moment où en fait on est
institutionnalisé, en tout cas dans notre pays, c'est souvent le moment où on perd son autonomie. Donc ça, c'est une chute, ça va être des choses, des petits accidents de la vie qui vont faire qu'on bascule. Et sauf que ce basculement, il est énorme, quoi. Hein. Je veux dire, c'est violent hein, de passer de son univers de tous les jours à son univers, à un univers qu'on ne connaît pas. Voilà, quiconque le ferait. Moi, demain, on me demande de lâcher ma maison et d'aller vivre ailleurs. Je suis pas sûre que je le vive bien. Donc tout ça, c'est sûr que notre société n'a pas trop avancé là-dessus. Moi, je reste un peu optimiste parce que il y a quand même les professionnels, il y a les familles, il y a quand même eu la concertation grand âge qui a eu lieu. Il y a des gens qui ont parlé, on sent que voilà, les gens, que ça soit dans les EHPAD, les gens en ont marre aussi de travailler comme ça. Je pense aussi, voilà, il faut les écouter. Hein. L'humanitude, par exemple, c'est une façon de voir les choses. Il y a les méthodes Montessori qui commencent à être adaptées, mais je veux dire, on est quand même voilà, on est dans une structure fermée. Alors, je pense que tout ça, ça va évoluer. Il y a vraiment, et je pense que si tout le monde s'y met, parce que je suis d'accord avec Anastasia, je pense que il faut pas que ça soit non plus. Il y a une volonté politique, mais les politiques, ils savent écouter. Hein, croyez-moi, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a des sondages d'opinion sans cesse. Ils savent écouter aussi ce que peut dire l'opinion. Donc, je pense que c'est chacun aussi à se saisir. Moi, je fais partie de la Michel Delaunay est quelqu'un qui a été une ministre qui a écrit un bouquin sur les baby boomers. Donc moi j'ai 57 ans, elle me considère comme une baby boomer, mais dans les dernières générations de baby boomers. Et je pense qu'on est une partie de ces baby boomers. Je pense qu'on n'a pas envie de vieillir. On a envie d'avoir un peu plus la main sur notre fin de vie. Et ça, je pense qu'il y a des choses qui bougent. Il faut savoir que hier, des députés ont déposé une demande pour revenir sur la loi de Leonetti et sur faire des propositions par rapport à la fin de vie, l'accompagnement de la fin de vie, parce que là, on parlait des personnes dans les EHPAD, mais aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est les gens qui meurent à l'hôpital. Hein. Les gens qui meurent à l'hôpital aujourd'hui, même s'ils ne sont pas Covid, les familles ont du mal à les voir. Enfin, c'est difficile. Hein. On vit un moment qui est un peu violent. En quelque part, c'est violent d'un point de vue humain. Donc, voilà, c'était simplement pour dire qu'il y avait des expériences qui étaient menées. Nanine, tu m'as demandé, j'essaierai de mettre des liens, mais il y a plein de maisons de retraite, il y a plein d'expérimentations et il y a quand même des professionnels de santé qui veulent travailler en interdisciplinarité. Parce qu'on a compris qu'on ne pouvait pas tout seul soigner quelqu'un. Donc, souvent, quand même, Anne peut-être pourra le confirmer, mais dans les structures, on travaille ensemble, quoi. La psycho, le médecin coordinateur quand il y en a un, mais sinon, il y a tout le monde et c'est quand même de travailler ensemble. Alors après, je pense que même si on y met du cœur et de la bonne volonté, comme dit Anastasia, la structure en elle-même, c'est de l'enfermement. Voilà, on est dans un espace de vie qui n'était pas celui peut-être qu'on a choisi soi-même. Donc c'est une vraie question, quoi. Par exemple, on réfléchit beaucoup, je pense, et la question, c'est à se poser quel est l'espace de liberté que l'on peut donner à toutes les personnes de décider de ce qu'elles ont envie de faire. Voilà, est-ce que je veux me faire vacciner? Est-ce que je peux pas me faire vacciner? La personne âgée qui est en maison de retraite, elle a le droit de dire oui, non, quel que soit son état de santé. Voilà, c'est ça l'important. Il faut l'écouter. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Anastasia, Anne veulent prendre la parole. Juste deux mots, je vais être courte. On a, c'est vrai, en France, cette fâcheuse tendance à parler de la prise en charge. Qui dit prise en charge dit charge. Et le mot accompagnement, en réalité, c'est ce que l'on pratique beaucoup plus. Donc, les termes ne correspondent pas forcément à ce que l'on fait au quotidien.
au quotidien, ce que l'on fait, c'est accompagner les plus âgés. Puis, je vous ai parlé de la dépendance d'un point de vue sociologique. On reste autonome dans la mesure où on est encore en situation de gérer les conséquences de nos handicaps. Et ça, c'est primordial parce que d'une certaine manière, tout au long de notre vie, on est confronté à des pertes et à des gains d'autonomie. Une femme enceinte est confrontée à ceci. Il y a des pertes et des gains. Et c'est cette, justement, dynamique qu'il convient d'entretenir. Quant à l'injonction du bien vieillir, lancée par les politiques publiques, je vous rejoins tout à fait. Aujourd'hui, c'est l'injonction à ne plus vieillir, à ne pas vieillir, qui est lancée aux nouvelles générations. Et comme disait un acteur grec très connu, qui à 90 ans a eu l'audace de sortir de nouveau à la télé, c'est ironique, l'audace, quand on lui a renvoyé son grand âge, il a répondu « Excusez-moi, je ne le ferai plus ». Oui, je voudrais compléter en fait et revenir sur ce que disait Marie. Effectivement, l'équipe a son importance. Je parlais d'équipe avec un grand E, puisqu'on est tous ensemble, y compris la direction de l'EHPAD, dans la prise de décision. Donc, il y a non seulement le résident, quand il est en capacité cognitive, bien entendu, de le faire. Sinon, il y a les directives anticipées avant que la personne n'ait plus la possibilité de s'exprimer elle-même. Et ça, c'est important. C'est pas des choses aujourd'hui, on essaie de faire passer des messages, de penser à ces directives anticipées bien avant, j'ai envie de dire, d'avoir l'âge de penser que l'on est en droit de partir. Voilà. Après, effectivement, au sein des structures, on réfléchit en équipe avec la psychologue, l'ergothérapeute, avec la famille, la personne de confiance, avec le résident, pour trouver des solutions adaptées à mieux accepter l'institutionnalisation. Mais là aussi, je rejoins tout à fait Marie quand vous disiez qu'il faut préparer le grand âge et prévenir la perte d'autonomie, puisque si la personne, on le voit nous quand des personnes rentrent en institution, lorsque la personne s'est préparée ou qu'elle l'a délibérément poser les mots MOTS pour dire mon choix, c'est effectivement de ne pas rester seule au domicile. Il y en a quelques-unes. C'est plus facile effectivement pour la famille de l'accepter et pour la personne de se sentir bien dans l'institution dans laquelle elle va. Voilà, ça c'était un élément. Et ensuite, je voulais rebondir sur ce que disait Anastasia. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas nous, dans notre structure, on ne parle plus de prise en charge, mais de prise en soin de la personne accueillie. Et c'est vrai que ça a tout son sens. Pour nous, ce n'est pas une charge, c'est quelqu'un que l'on prend en soin dans sa globalité, à la fois physique et psychologique. Merci pour vos interventions. Donc, on a encore peut-être 10 minutes. Alors, on peut, si quelqu'un souhaite poser une question ou nous faire un retour. Je veux bien, si c'est possible. Allez-y. Moi, je voulais intervenir un petit peu par rapport à cette notion dont on a parlé tout à l'heure, cette notion de l'importance de la relation à l'autre et que dans cette histoire de confinement, ça n'a pas été pris en compte, ou pas assez en tout cas, et qu'il y a une réelle importance au-delà des soins médicaux, de ce soin par la relation à l'autre. Et je voulais partager une étude que j'ai remarquée et qui était très intéressante, qui a été faite par l'université d'Harvard, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui est une étude qui a porté sur plus de 80 ans et qui continue encore de courir et qui s'est basée sur l'observation et le suivi de certains étudiants d'Harvard tout au long de leur vie.
Donc, il y avait plus de 75 personnes et le nombre a été augmenté au cours du temps. Et cette étude a été faite avec un point régulier tous les ans où ils contactaient les personnes, ils leur demandaient comment s'était passée leur année, quels avaient été les événements dans leur vie de tous les jours, à leur travail, financièrement, médicalement, enfin tous les aspects de la vie. Aussi financiers. Et à la fin de cette étude sur plus de 75 ans, ils ont essayé de voir quels étaient les points communs entre toutes ces personnes et de tirer des grandes lignes sur la manière dont vivaient ces personnes et quelles conclusions ça avait sur l'impact que ça pouvait avoir sur leur vie. Et ils ont remarqué que certaines personnes ressortaient plus dans l'étude en ayant une vie plus longue que la majorité d'entre eux et une vie en meilleure santé, avec beaucoup moins de problèmes multiples et variés, que ce soit les maladies dégénératives, que ce soit l'arthrose, enfin voilà, toutes les maladies qui habituellement viennent dans le grand âge, ces personnes-là vivaient plus longtemps en meilleure santé. Et ils ont essayé de voir quel était le point commun, et ça n'était absolument pas une question d'argent, ni une question de travail, ni de tout un tas d'autres facteurs. Le seul élément qu'ils avaient tous en commun, et je pense que c'est l'élément qu'il faut qu'on retienne absolument, c'était des personnes qui avaient une vie sociale, riche et épanouie. C'est-à-dire qu'aussi bien dans leur réseau familial que leur réseau d'amis, de voisinage, même au travail, ils avaient beaucoup de gens autour d'eux avec qui ils s'entendaient bien et avec qui ils avaient des relations suivies. Pas seulement une personne que vous croisez de temps en temps, mais des personnes qu'ils suivaient depuis des années, avec qui ils avaient une vraie relation profonde. Et c'est cette chose-là qui, visiblement, dans l'étude d'Harvard, était le point primordial pour pouvoir vivre longtemps et en bonne santé. Et là, ce confinement, en fait, touche à cette chose précieuse qui, au contraire, est celle qui nous permet de vivre vieux et en bonne santé. Merci pour votre témoignage. Anastasia, peut-être un petit mot? Ah, je vais peut-être Elisabeth, il y a peut-être Elisabeth et Nadine qui voulaient. Alors, je vais passer la parole à Elisabeth et puis ensuite Nadine. Oui, je rebondis sur ce qui vient d'être dit en revenant justement au contexte des personnes qui ont une forme de dépendance et qui sont en EHPAD. C'est qu'il faut bien se mettre que dans ce contexte où effectivement elles sont installées en EHPAD, compte tenu de leur grand âge, il faut quand même bien avoir conscience que la plupart du temps, leur réseau amical a disparu. Parce que, en fait, leurs amis, pour leur grande majorité, sont décédés. Et donc, en fait, les deux seuls réseaux qui leur restent, c'est le réseau familial, qu'on cherche à maintenir justement, et c'était un peu le sujet de l'intervention de tout à l'heure que j'ai pu faire. Et puis, effectivement, le nouveau réseau constitué par l'environnement dans lequel ils vivent, à savoir les équipes de l'EHPAD et les personnes qui sont elles-mêmes installées dans l'EHPAD. Mais ce sont en général, compte tenu malheureusement de la durée de séjour dans les EHPAD, des liens qui ne peuvent pas réellement se créer. Il y en a qui se créent, mais ces liens ne se créent pas réellement. Je vais reprendre l'exemple de ma maman. Elle avait créé un lien de sympathie avec le monsieur qui mangeait à sa table. Eh bien, un beau jour, malheureusement, le monsieur n'était pas là le midi, il était décédé dans la nuit. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que pour ces personnes qui sont effectivement dans cette situation d'isolement physique, le véritable lien social qu'il leur reste, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de lien familial, le véritable grand lien qu'il leur reste avec l'extérieur, etc., c'est un lien familial. Et la plupart du temps, les enfants de ces personnes-là sont des personnes comme moi, c'est-à-dire une heureuse représentante des baby-boomers. C'est-à-dire que, voilà, donc on est quand même dans quelque chose où ils ne sont plus à un âge où on peut rêver d'un réseau amical, etc. Malheureusement pour eux, eh bien, ce réseau amical, il a disparu et c'est plutôt leur disparu et les décès de leurs entourages qu'ils comptent, entre guillemets, que les nouveaux amis, malheureusement. Hein. Merci Elisabeth. Donc Nadine? Alors, je voulais vous partager avec vous une anecdote. Je reçois un mail de l'EHPAD où il y a ma maman pour participer à une expérimentation et dans l'objet du mail, il est écrit expérimentation piano. Et donc, dans ma naïveté de compréhension, ou en tout cas dans l'attente de ce que je peux avoir,
j'imagine une expérimentation de qu'est-ce que peut faire la musique pour environner ces grands aînés, ou peut-être de musicothérapie. Et en fait, pas du tout. Ce magnifique vocable, en fait, nommait une expérimentation pour essayer de réduire les risques d'infection pulmonaire, donc avec un financement très fort qui vient d'un CHU proche de là où est ma maman. Et je trouve bien sûr remarquable, mais je trouve tellement dommage ce déséquilibre entre la prise en compte de cette partie de santé physiologique et ce retrait, on va dire, ou un petit peu ce côté un peu déséquilibré qui est minimalisé de tous les autres aspects de la santé. C'était une anecdote que je voulais partager avec vous. Alors écoutez, on va arriver quand même au terme de notre premier webinaire. J'espère que pour vous, ça vous aura apporté des choses et ça aura nourri une réflexion. Alors, je ne sais pas, Anastasia, un petit mot pour conclure. Ou, on ne sait pas la suite, hein, en fait, qu'on va imaginer autour de ça. On s'était dit, on verra ce qui va se passer, ce que les participantes et participants auront envie aussi. Mais on aurait peut-être envie qu'il y ait des suites, mais ça sera à vous de nous le dire aussi. Hein, alors, il y a des questions qui ont été posées. Effectivement, nous enregistrons le webinaire. Alors, je l'ai enregistré à partir des premiers témoignages. J'étais tellement concentrée sur ce que je faisais que je n'ai pas enregistré le tout début, mais on a l'essentiel. Voilà, donc on reviendra probablement vers vous. Donc, vous aviez posé la question, du coup, quand vous êtes inscrit, hein, on vous a demandé votre accord pour évidemment enregistrer ce webinaire. Anastasia, un petit mot ? C'est super de tracer les perspectives d'un prochain rendez-vous en partant en fait de ce qui émerge comme besoin, envie de dialogue. Quel sujet, quelle thématique, comment peut-on justement l'élaborer dans tous les cas, gardons en tête que sur les millions, hein, quasi 20 millions de personnes de plus de 60 ans enregistrées aujourd'hui en France, les 10 dépendants représentent une infime minorité si on juge par l'APA, hein, 1 million de cents. Et ceux qui sont en EHPAD sont encore plus petits, moins d'1 million. Donc, l'expérience du vieillissement est une expérience plurielle, elle est riche, elle est là pour nous apprendre. Saisissons l'occasion. Et l'expérience du confinement aussi. On peut sortir beaucoup plus fort de cette expérience-là, de cette épreuve-là. On est appelé à transcender l'épreuve. Donc, merci beaucoup à vous toutes, à vous tous. Mais en tout cas, on vous remercie. On vous remercie pour votre participation. Merci pour nos intervenants aussi d'avoir accepté cette invitation et peut-être à très bientôt.